Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 10 novembre. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle d'une initiative pas mal inspirante à laquelle vous pouvez facilement contribuer. Vous allez voir, grâce à un partenariat avec Veritree, un arbre va être planté au Canada pour chaque commande en ligne faite sur le site de NAC. Ça veut dire qu'en commandant les meilleurs produits de nutrition sur le marché, tu participes à la restauration des forêts canadiennes. Planter un arbre n'aura jamais été aussi facile. La province ciblée dans l'initiative, c'est la Colombie-Britannique suite aux feux de forêt qui ont rasé plus de 1,3 milliard d'hectares. Vous savez, on pratique un sport qui est intimement lié à la préservation de nos forêts. Puis si on veut pouvoir le pratiquer longtemps, il faut prendre soin de notre terrain de jeu. Pour contribuer à la plantation d'arbres, va sur le nac.com, remplis ton panier avec des produits et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Merci NAC pour la belle initiative. Merci à vous qui allez aller acheter des produits pour planter des arbres. Et tout le monde, je vous souhaite un bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 170e épisode de Pas sorti du bois. Écoutez, aujourd'hui, retour du Café du vendredi, un format que j'avais amené à répétition au printemps. Puis là, je le ramène parce que, c'est le deuxième épisode de la semaine, puis il y a 2 semaines, il s'est passé quelque chose de gros, je pense, dans notre communauté trail, dans le monde du trail running, avec l'annonce du Ultra Trail Whistler by UTMB. Ça a fait couler beaucoup d'encre. On entre dans le détail un peu plus tard dans l'épisode. Si vous vous rappelez, le Café du vendredi, souvent, je commençais avec une espèce de tour d'horizon de ce qui se passe sur la planète trail et je terminais avec un invité, souvent quelqu'un qui était déjà venu au podcast où on abordait un sujet un peu plus précis. J'utilise le format du Café du vendredi pour aborder le sujet justement de l'Ultra Trail Whistler, de ce qui s'est passé entre Ironman, UTMB, la Whistler Alpine Meadows qui avait lieu depuis plusieurs années. Bref, tout ça avec Samuel Ouellette que j'avais déjà reçu à l'épisode 57. Samuel, il est le directeur administratif du pôle sport HEC Montréal. Il est aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Samuel, au-delà de tout ça, c'est un coureur d'ultra, c'est un coureur de trail. C'est un gars qui est passionné par notre sport. Si vous suivez Pas sorti du bois sur les médias sociaux, c'est avec lui que je faisais le club de lecture que je fais encore. Je pense qu'on va ramener ça parce que ça fait un petit peu de temps qu'on l'a fait, mais où Samuel et moi, on vous proposait de la lecture, des livres, des ouvrages sur notre sport, sur l'endurance, des sujets qui pouvaient intéresser les auditeurs, les auditrices de Pas sorti du bois. Puis Samuel, c'est surtout un excellent vulgarisateur. Puis je pense que c'était la meilleure personne pour pouvoir analyser toute cette histoire-là en mettant un peu de côté l'émotion. Parce que on est une communauté qui est passionnante, une communauté qui est vibrante, puis des fois des annonces comme ça, où il y a apparence de scandale, où on sent qu'un des nôtres, dans ce cas-ci, Gary Robbins, qui est un coureur bien connu, on sent qu'un des nôtres a été floué ou peu importe. On a senti un mouvement de masse, un mouvement international de support, oui, mais rapidement, les gens sont tombés dans l'émotion, dans des appels au boycott et tout ça. Puis, je me disais, Pas sorti du bois, j'ai la chance que ce soit un média qui est indépendant, dans le sens où il y a personne qui paye Pas sorti du bois pour avoir des opinions de quelconque part. Puis je voulais avoir vraiment une discussion factuelle sur ce qui s'est passé, puis sur ce qu'on sait réellement pour analyser tout ça, puis oui, en tirer des conclusions, puis oui, rester dans l'émotion parce que on veut protéger notre sport, mais je pense que c'est important des fois de laisser la poussière retomber après quelques jours. Je pense que c'est bon des fois de revenir aux faits, puis d'analyser ce qui se passe, puis même si moi, des fois, je tombe un peu dans l'émotion, vous allez voir dans la discussion, Samuel, est extrêmement intéressant, puis demeure dans les faits, puis dans une situation comme celle-là, faut quand même se baser sur les faits puis voir qu'est-ce qui en ressort. Samuel, comme je vous le disais, je l'avais reçu à l'épisode 57, justement au moment où l'UTMB annonçait cette fusion-là, ou en tout cas cette collaboration-là étroite avec Ironman pour la nouvelle UTMB World Series. 2 ans plus tard, on s'était dit on laisse la chance aux coureurs. Voyons si ça valait la peine de laisser la chance aux coureurs. Donc, deuxième partie de l'épisode qui va prendre la grande majorité de l'épisode, ça sera cette discussion-là avec Samuel Ouellette. Mais
c'est un café du vendredi. Je peux pas m'empêcher de faire un mini tour. Puis vous allez voir, c'est très rapide parce que il y en a plein de courses. Puis je peux pas nommer toutes les personnes, tous les Québécois et Québécoises qui ont fait toutes les courses un peu partout, mais je tenais quand même à souligner la performance d'une fille qui est déjà venue sur le podcast, Geneviève Asselin de Mers, qui a remporté le 100 km du Puerto Vallarta by UTMB au Mexique en 12h07. Elle termine 7e au scratch. Première femme, bien sûr, avec quasiment 50 minutes d'avance sur la deuxième. Une immense performance pour une fille qui a eu une immense saison. Ça avait commencé au World Mountain and Trail Running Championship en Autriche, où elle avait très bien performé sur le 87 km. Mais de retour au Québec à partir du mois de juillet, elle a tout explosé. Elle a remporté le QMT 110. Elle a remporté l'Ultra Trail des Chic-Chocs sur le format 45 km. Elle a remporté l'Ultra Trail Aricana sur le 125. Elle a remporté le Trail du Grand-Duc, le 50 km. Et là, elle se présente à Puerto Vallarta puis l'emporte. Non seulement c'est une belle victoire sur la scène internationale, mais surtout, ça lui donne un accès direct à l'UTMB 2024. Donc, Geneviève pourra prendre le départ à Chamonix. Donc, dès maintenant, elle a son accès. Elle sait qu'à la fin ou début septembre prochain, elle va avoir cette course-là. Je ne sais pas si c'était l'objectif, mais c'est mon feeling quand on sera au Mexique pour faire une course par UTMB. Donc, vraiment, félicitations, Geneviève. C'était beau à voir. Là, toute la communauté trail au Québec te suivait, était derrière toi. Donc, félicitations pour ça. Voilà, c'était mon tout petit tour d'horizon de la planète trail. Il y a 1000 autres choses que je pouvais dire, mais je veux laisser toute la place à cette discussion-là avec Samuel Ouellette. Donc, vous pourrez découvrir ça de l'autre côté de ce petit message d'un partenaire. Bonne écoute tout le monde. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Puis là, ben, qu'on le veuille ou non, l'hiver s'en vient. Puis j'ai entendu dire entre les branches que tu avais 4 conseils pour les coureurs en hiver. Toi, t'entends tout dire entre les branches. Exact. Donc, mon premier conseil, ça serait de prendre une pause. Si vous n'avez pas d'événement, évidemment, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prendre une pause, ça ne veut pas dire nécessairement arrêter de bouger, mais ça veut dire de bouger autrement, ou même si vous en sentez vraiment le besoin, d'arrêter complètement aussi. Mais il y a le ski-mo, le ski de fond dont on entend un petit peu plus parler. Ça vaut la peine de les explorer pendant la saison où on peut les pratiquer. Mon deuxième conseil, ça serait de miser sur la musculation. Fait que c'est le temps d'aller dans les salles d'entraînement pour pouvoir développer notre force. Puis également un beau mélange de force et de vitesse qu'on appelle la puissance. Mon troisième conseil, ça serait de savoir ou d'apprendre à adapter nos entraînements. Donc, de ne pas focusser sur les kilomètres l'hiver, mais beaucoup plus focusser sur le temps d'entraînement. Mon quatrième conseil, ça serait de choisir le bon équipement, d'adapter ce avec quoi on court l'été en format hiver pour pouvoir bien profiter de notre saison. Ben, merci beaucoup. Puis là, ce qui est le fun, c'est que dans les 4 prochains épisodes, on va entrer en détail dans chacun de ces 4 conseils-là. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Samuel Ouellette, bienvenue à Pas sorti du bois. Bonjour Yannick. On s'était parlé à l'épisode 57 il y a quelques années. Tu es directeur administratif du pôle sport HEC Montréal. Puis ça avait été extrêmement intéressant cette première discussion-là pour comprendre un peu les derrières du sport comme le trail parce que oui, il y a les courses qu'on aime tant, il y a le sport qu'on aime tant, mais il y a toute une industrie derrière ça. Puis ça avait été extrêmement intéressant d'en jaser avec toi à l'époque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à jaser. Ben, tout à fait. On va essayer de faire court vu le format du café du vendredi, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Exact. Je vais te passer la balle pour que tu expliques un peu ce qui s'est passé, mais il y a 2 semaines, on a vu une réaction mondiale de la communauté trail par rapport à l'annonce de l'Ultra Trail Whistler by UTMB. Puis il y a beaucoup d'histoires derrière ça, au-delà de cette annonce-là d'une première course canadienne by UTMB dans la série de la World Series. Il y a aussi tout le contexte de comment cette course-là est née sur des parcours quasi similaires à une course qui s'est vue refuser un permis, une course qui était là depuis 7 ans, qui est la Whistler Alpine Meadows, qui est organisée par Coast Mountain Trail Running. Puis, pour ceux qui connaissent moins cette compagnie-là, c'est eux qui sont aussi derrière le Squamish 50, qui est bien reconnu dans la communauté trail. Et l'homme derrière ça, le visage de cette organisation-là, ben, c'est Gary Robbins, qui est un coureur de trail canadien extrêmement aimé, mondialement aimé. On se rappelle de son finish crève-cœur à la Barclay. C'était lui qui avait terminé 6 secondes après le cut-off, qui avait quasiment terminé cette course-là.
vous allez comprendre pourquoi plus tard je prends le temps de mettre ça en contexte parce que dans cette histoire-là, dans ce mouvement mondial-là, il y a aussi le fait que les gens aiment beaucoup cette personne-là, aiment cette organisation-là, puis il s'est passé plein de choses. Mais j'aimerais que tu nous fasses un retour sur les faits. Puis je tiens à le dire avant qu'on se lance vraiment dans la discussion. Le but aujourd'hui, c'est d'exposer plus les faits. Il y a eu des réactions très émotives, puis c'est tout à fait normal. Moi, le premier, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? On est en train de voler une course, blablabla. Puis à un moment donné, tu prends un pas de recul. Puis le but aujourd'hui, c'est pas de partager notre opinion sur le truc. Je pense que c'est plus de revenir aux faits. Puis c'est là que ton approche plus scientifique est importante parce que moi, le premier, des fois, je suis bien émotif dans ces affaires-là, puis c'est notre communauté, puis on l'aime. Donc, je te passe la parole, mais peux-tu nous expliquer concrètement ce qui s'est passé depuis l'annonce en février dernier que la Whistler Alpine Meadows, la WAM, allait pas revenir? Ouais, oui, tout à fait, Yannick. Ben, tu sais, je partage ton opinion, là. La réponse de la communauté trail, elle a été à son image. C'est-à-dire, c'est une réponse qui est remplie de passion. Puis, tu sais, avant de débuter, c'est important de reconnaître tout le travail réalisé par Gary et son équipe au cours des dernières années. Puis, je pense qu'il y a là, effectivement, peut-être une corde sensible et pourquoi on réagit ainsi. Pour refaire un peu le fil des événements, les gens ont probablement lu le blog de Gary, puis il y a plusieurs articles et épisodes qui ont sorti autour de ça. Mais on parle d'une course qui avait lieu depuis plusieurs années dans la région de Whistler, Blackcomb, en Colombie-Britannique. On a en 2022 une course qui a lieu, mais selon Gary, avec plusieurs complexités, notamment au niveau là, des permis et des accréditations autour des équipes de soins de santé, des mesures d'urgence notamment. Et ben, pour 2023, il retourne s'asseoir avec le propriétaire du village Whistler, là, qui est Vail Resorts, qui est une société américaine basée au Colorado, qui a fait l'achat de Whistler en 2016. Et là, ben, il y a une absence de réponse de la part de Vail Resorts. Gary fait des relances. Il finalement rencontre la haute direction du complexe. Hein. Puis, ben, il faut comprendre qu'un complexe comme Whistler, quand on parle de tourisme sportif, l'accueil d'un tel événement, c'est avant tout une affaire d'hôtellerie. Ben c'est oui. un nombre de nuitées, c'est un nombre de chambres. Et ben, on arrive finalement face à une situation où il n'y a pas d'issue, où Gary, les demandes qui sont faites à son égard et à son équipe, ben, on peut pas y répondre. Donc, il retire. Hein, il l'a annoncé, je crois, en février dernier, Ouais. comme quoi que sa course n'aurait pas lieu en 2023. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, on comprend là qu'il il était sous le sceau de la confidentialité, notamment Ouais. avec des trucs légaux, avec le légal. Et ben là, surprise, on apprend un peu plus tôt ce mois-ci, qu'il y aurait une nouvelle course à Whistler, propulsée par le groupe UTMB en collaboration avec le groupe Ironman pour faire suite à notre discussion de septembre 2021. Mm. Et là, ben, on se pose plein de questions. On se pose des questions d'ordre moral, éthique. Est-ce que les dés étaient déjà pipés dès le départ? Et donc, c'est en réponse à cette réaction, puis notamment du blog de Gary, puis il le dit, hein, il l'a communiqué, il ne croyait pas que son blog allait susciter une telle réaction, parce que la réaction, elle a été, tu l'as dit, mondiale. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté à la communauté, par exemple, de l'Ouest canadien. Ça a été repris par des médias spécialisés américains, ça a été vu en Europe. Donc, c'est vraiment le phénomène global. Puis, ben, c'est à l'image de l'UTMB, c'est un phénomène global, c'est unique dans l'univers du trail en termes d'attractivité. Donc, c'est sûr que tous les yeux sont rivés sur les actions que prennent aujourd'hui UTMB. Mais Si je peux ajouter pour juste les gens qui écoutent, je vous encourage à aller écouter l'épisode 57 avec Samuel, mais pour le bien de la cause, de la discussion en ce moment, faut juste rappeler, il y a plusieurs intervenants, plusieurs acteurs dans cette histoire-là. L'UTMB World Series, c'est une série mondiale d'une quarantaine d'événements propulsée par l'équipe de l'UTMB. Mais quand l'UTMB, la course, a lancé l'UTMB World Series, la série mondiale, ils se sont associés avec Ironman, qui est un groupe, bien sûr, connu pour les Ironman, les triathlons, mais c'est un groupe qui, éthiquement, est connu pour avoir fait plusieurs fautes à travers le temps. C'est un gros groupe qui vaut des milliards de dollars. Je veux dire, ils sont là pour des intérêts financiers. Déjà là, ça fait peur quand on parle d'une communauté trail qui est très grassroots, qui est très
Tu sais, je veux dire, à part l'UTMB, c'est rare que les courses font beaucoup d'argent. Puis là, tu avais les Ironman qui arrive avec ses grosses bottes dans ce sport-là. Ça avait déjà fait peur. Puis Mhm. je pense que fallait laisser la chance aux coureurs pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, dans le sens Mhm. où l'UTMB, c'est une entreprise familiale. Euh, on peut penser ce qu'on veut de l'UTMB, l'événement, mais ça reste que c'est un grand, grand contributeur à l'essor de notre sport. Moi, le premier, c'est une des premières choses que tu te mets, quand tu te mets à t'intéresser au trail, l'UTMB devient un espèce d'objectif, devient une grande célébration. Donc, ça avait fait des vagues à l'époque, cette association-là. Puis il faut comprendre que Ironman, dans son mandat là-dedans, s'occupe de la gestion nord-américaine ou américaine du continent. Mhm. Donc, l'UTMB, l'équipe familiale des Poletti, gère le reste du monde, mais Ironman est vraiment sur le continent euh, américain. Puis, l'UTMB World Series, la particularité, c'est que les courses qui joignent deviennent des by UTMB. Donc, Grindstone 100, un 100 000 dans l'Est américain, est devenu Grindstone by UTMB au moment Mhm. où ils ont rejoint la série. Puis par en arrière du rideau, ce qui se passe, c'est que Ironman sur le continent américain ou l'UTMB dans le reste du monde devient propriétaire de 50% de la course. Donc, quand on voit des Speed Goat, des Grindstone, des courses comme Kodiak aux États-Unis qui ont rejoint le by UTMB, c'est qu'ils ont vendu au minimum 50% de leur part au groupe Ironman. Mais là, dans ce cas-ci, puis dans d'autres cas, comme il n'y a pas tant de courses qui ont voulu vendre au début de la série, c'est qu'on crée des événements à des endroits. Puis c'est là où en ce moment ça a été particulier, c'est que je pense qu'ils ont créé Puerto Vallarta by UTMB. À ma connaissance limitée là-dessus, je pense qu'il n'y avait pas de course sur ce territoire-là, dans cette région-là. Fait qu'on crée quelque chose from scratch. Là, dans ce cas-ci, je pense que c'est la première fois dans l'essor, le développement de l'UTMB World Series, où là, on crée une course sur le territoire d'une autre, mais Mhm. après que cette course-là, comme par hasard, se soit vu retirer un permis sans trop de raisons évidentes. Ça, c'est Mhm. comme ça que les gens l'ont reçu, comme ça que les gens l'ont perçu. Euh, donc, on comprend que ça l'a créé un tollé parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Vail, qui est le propriétaire, est-ce qu'il y avait un deal par en dessous de la couverte avec l'UTMB de refuser le permis au WAM parce que WAM n'ont pas voulu vendre à Mhm. l'UTMB? On sait qu'il y a eu des Mhm. discussions pour la Squamish. Gary Robbins a parlé avec l'UTMB. Veux-tu nous vendre 50% de la Squamish 50? Ça serait Squamish by UTMB. Les discussions ont pas mené à ça. Fait que c'était même pas par rapport à la Whistler, mais c'est dans le même coin, c'est la même organisation. Est-ce que par en dessous, euh, l'UTMB a dit, ben, fuck it, nous, on va s'arranger avec Vail kick out la Whistler Alpine Meadow, puis nous, on va venir s'installer sur ce territoire qui a un potentiel immense. Tu sais, Gary le Mhm. disait, eux, à long terme, avaient une vision que la WAM allait devenir du calibre UTMB sur le continent américain. Bref, je pitch beaucoup d'affaires, mais ça montre un peu pourquoi il y a eu cette réaction émotive-là. Parce que là, je suis allé avec une explication moins factuelle puis plus émotive de il y a l'air d'avoir un complot là. Mhm. Encore aujourd'hui, si on regarde les faits, il pourrait avoir un complot, il pourrait ne pas l'avoir. Mais c'est sûr que dans une réaction émotive, qu'on veut protéger notre sport, qu'on aime notre sport, qu'on aime tous Gary Robbins parce qu'on a tous vu la vidéo qui pleure à l'arrivée de la Barclay, puis qu'on l'aime donc. C'est un père de famille, c'est un gars impliqué, c'est un gars passionné, c'est un gars comme nous autres, c'est un passionné de trail pur et dur. Là, de se faire voler sa course par l'UTMB, tu sais, on comprend pourquoi la roue a tourné, puis c'est devenu un mouvement mondial, ou même Jim Wamsley, qui a gagné l'UTMB, s'est questionné, bon, mais qu'est-ce qu'on fait l'an prochain Mhm. si on boycotte l'UTMB? Bref, ça, c'est la façon émotive que ça a été reçu. D'un point de vue factuel, Mhm. en ce moment, si je ne me trompe pas, il pourrait ne pas avoir de complot. Ben, je suis un optimiste. Je ne crois pas qu'il y a complot. Il peut y avoir cependant peut-être certains choix ou certaines stratégies où on peut douter de la morale ou de l'éthique. Tu sais, ça, Ouais, c'est déjà le mot complot est lourd de sens, oui, là, mais oui. il peut avoir des enjeux moraux, des enjeux éthiques. Mais tu sais, ce que tu expliques sur notamment le développement de la série mondiale de l'UTMB, c'est des stratégies d'affaires qu'on voit dans tous les autres secteurs d'activité. Des fusions-acquisitions, on en voit dans plusieurs industries, des stratégies de domination, donc c'est-à-dire un gros joueur qui arrive avec d'importantes ressources humaines, financières, d'intelligence, arrive sur un marché puis va essayer de le dominer. Après, quand on est partie prenante du marché, comme toi, comme moi, puis comme les auditeurs, ben on réagit. Puis en 2023, ben, on peut juger de la performance financière d'une organisation. Là, tu as parlé d'Ironman. Ironman, lors de sa transaction en 2020, il a été vendu à un conglomérat chinois là, qui s'appelle Wanda.
une transaction évaluée à 850 millions de dollars. Donc, il y a beaucoup d'argent impliqué, il y a des intérêts, puis c'est des entreprises privées, là. Ça, il faut le régler. La motivation de l'organisation, c'est avant tout de générer des revenus puis d'assurer la profitabilité. Mm-hmm. C'est ça qu'on parle dans le monde du sport, dans le monde des arts, dans le monde de la culture. L'entreprise privée va avant tout chercher à générer. Puis de là, ils peuvent aussi se doter de politiques responsables. On parle de plus en plus aujourd'hui des facteurs ESG, là. Donc des facteurs qui sont, on peut juger au-delà d'une performance qui est, on dit, extra-financière, là. Donc sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan de la gouvernance. Puis tu sais, en préparation à notre entrevue, on en a un peu parlé. Ben pour moi, quand je juge de la situation, je questionne certaines responsabilités parce qu'on le sait que la mise en place d'une course au Canada by UTMB, sur le plan environnemental, c'est sûr que dans la quête des Running Stones, on peut présumer qu'il va y avoir plus de déplacements avions, voitures qui seront occasionnés par la course parce que, ben, tu l'as dit, dans cette nouvelle mouvance, ben, les gens vont chercher à aller vers des événements par UTMB. Moi, parmi des coureurs québécois, j'en connais qui, dans la dernière année, ont fait des voyages 2 ou 3 fois en Europe, 2 ou 3 fois aux États-Unis. Pourquoi? Ben, ils sont en quête de Running Stones. Donc, sur le plan environnemental, moi, je pense que la présente décision, elle aura des conséquences plus négatives là, sur le plan de la performance. C'était ça la critique, excuse, je te coupe dans ton flou, mais c'était ça la critique à l'arrivée de l'UTMB World Series puis ce nouveau système-là où, auparavant, toutes les courses qui donnaient des points ITRA étaient nécessairement qualificatives pour l'UTMB. Moi, je me suis qualifié pour l'UTMB en faisant Ricana, le QMT puis la clinique du coureur, tu sais, puis il y avait 2 ou 3 000 courses dans le monde qui permettait de ramasser les points selon la distance que tu veux faire à l'UTMB, tu avais des points ramassés, etc., etc. Là, le nouveau système fait que tu dois absolument faire des courses by UTMB, puis il faut voyager énormément pour en faire. Donc, ça, c'était une des critiques initiales. C'est d'un point de vue environnemental, puis l'UTMB a des beaux programmes où ils disent protéger l'environnement et tout ça, des beaux programmes, mais en même temps, tu obliges les gens à voyager, puis tu sais, je veux dire, après ça, on peut décider de ne pas faire l'UTMB, mais je le comprends, le rêve du coureur, puis dans toute cette discussion-là, je veux pas démoniser personne, puis on a vu beaucoup d'appels au boycott qui ont été faits dans les derniers jours. Il faut faire attention, un boycott personnel, si toi, personnellement, tu vois la situation, tu fais « Hey, moi, je veux pas en faire, c'est bon », mais un appel au boycott de tout le monde, on devrait arrêter, ou de juger quelqu'un qui veut les faire, ces Running Stones-là, qui veut faire ces courses-là, il faut faire attention parce que c'est un rêve légitime de coureur, puis je serais bien mal placé, moi, de dire « Hey, gang, c'est à eux, tournons le dos à cette compagnie-là, blablabla ». Je comprends le système, moi-même, je le trouve très particulier, puis il y a beaucoup de problèmes dans ce système-là, mais la finalité du système, c'est de participer au sommet mondial du trail, qui est un foutu gros trip, qui est tout à fait légitime chez les coureurs, les coureuses de rêver à ça. Fait que je tenais juste à mettre ça en perspective aussi, mais oui, le système actuel, puis on se demandait à quand l'arrivée d'une course au Québec, au Canada, qui va vendre à l'UTMB. Puis là, maintenant, c'est plus juste ça. C'est plus juste quelle organisation pourrait potentiellement vendre puis devenir le XYZ by UTMB. C'est qu'ils vont peut-être venir se pointer puis prendre, aller sur un territoire. Moi, je regardais ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Je me disais, imaginez si demain matin, il y avait un deal qui se faisait avec le Parc national de la Gaspésie ou avec le site du Mont-Sainte-Anne et l'entreprise qui la gère, qui n'a pas d'intérêts locaux. Puis on sait que c'est un autre débat, mais ce qui se passe au Mont-Sainte-Anne, c'est particulier. Mais imagine s'il y avait un deal qui se faisait par en dessous, que le QMT, l'Ultra Trail Chic Choc, se fait retirer un permis, vous ne pouvez pas le faire l'an prochain. Puis 6 mois plus tard, on annonce le Beaupré by UTMB ou le Chic Choc by UTMB. C'est sûr que ça prend au cœur puis ça frustre parce que ce qui s'est passé dans OBC, c'est quelque chose qui a l'apparence d'être ça. Ben, tout à fait, Yannick. Puis ton exemple est intéressant parce que on le transpose dans des mots qu'on connaît, dans notre communauté locale, mais c'est exactement ça. Le cas du Mont-Sainte-Anne qui appartient à des intérêts, je veux dire étrangers, mais qui sont pas québécois, serait en droit de le faire. Puis tu évoques la notion du boycott. Mon hypothèse à moi, là, plus une opinion très personnelle, c'est que actuellement la demande pour des courses UTMB excède de beaucoup la capacité, l'offre de course. Donc,
Et après, si les gens sont pris de valeurs personnelles puis font des choix, à eux, je ne les juge pas. Puis à l'inverse, la personne qui veut atteindre ce rêve, c'est légitime. Mon hypothèse, c'est que si 50% de la clientèle locale, là, donc par exemple autour de la région Vancouver, Colombie-Britannique, là, si 50% de la communauté de trail locale boycottait la course, je suis certain que celle-ci serait sold out en quelques semaines. Et Ouais. ultimement, la demande est tellement forte qu'un acteur comme UTMB, Ironman peut arriver puis en quelque sorte un peu dicter la suite. Ouais. Parce qu'ils sont dans une situation de domination, là, comme je le disais tout à l'heure. Mhm. Pour revenir un peu sur les politiques responsables, on a parlé d'environnement. Un des éléments que je trouve sensible, là, puis où je serais capable peut-être d'émettre certaines critiques à l'égard de ce qui se passe sur le plan social. On parle de communauté, mais une course indépendante comme celle que portait Gary, là, la WAM, je suis convaincu que ça avait des retombées directement auprès de la communauté trail locale, tant sur le plan économique, social, culturel. On parle Ah oui. d'engagement bénévole. Puis, la stratégie employée par le groupe UTMB Ironman, c'est une stratégie de centralisation. C'est-à-dire que eux centralisent des opérations autour d'un même point, puis vont avec leur tag ou leur licence là, normaliser en quelque sorte. On va jouer sur des aspects où on va dire on va assurer la sécurité, on va avoir une expérience course qui va être uniforme, mais ultimement, ces événements-là, c'est aussi le cœur et le poumon des environnements nature. Je pense que tu as parlé des Chic-Chocs, je pense à la Gaspésie, le Mont-Sainte-Anne. Fait que c'est malheureux parce que je crois pas que les mêmes retombées auprès des communautés locales soient possibles avec cette nouvelle course by UTMB. Ça profite avant tout à des gens, entre toi et moi, qui sont aux États-Unis à Tampa Bay, puis des gens qui sont en France à Chamonix. Exact. C'est une Et- opinion, encore une fois. Non, mais c'est tout à fait vrai. Puis même dans ses articles qui est écrit sur le sujet, Gary Robbins le disait qu'il avait fait faire une étude de retombées économiques. Puis la WAM, tu sais, je veux dire, il y a des courses qui ont vendu à l'UTMB World Series que ça faisait leur affaire aux organisateurs parce que ça faisait une couple d'années que c'était rough financièrement. Tirait le diable par la queue, l'expression. Bref, il y avait de la misère financièrement, puis c'était une belle porte de sortie de faire Hey, on va vendre à l'UTMB, puis s'arrangeons avec les troupes. Tu sais, il y a eu de ça, des courses qui étaient kiff-kiff dans leur profit, puis devenant by UTMB, ces courses-là deviennent profitables automatiquement parce que c'est des portes d'entrée pour la grand-messe du trail. Mais dans ce cas-ci, la WAM est extrêmement viable. La WAM était en santé financière et la course avait des retombées locales, tu sais, parce que tu as des gens qui convergeaient vers là. La Whistler Alpine Meadows était sur ma bucket list comme elle était pour plein d'autres coureurs. C'était un territoire exceptionnel. Les gens se déplaçaient même pour aller la faire. Donc, il y a ça en plus qui rajoute là-dedans, c'est que c'était des retombées locales pour des entreprises locales qui allaient payer de l'impôt puis des taxes localement. Là, c'est plus du tout la même affaire. Non, ben exactement. Puis pour conclure sur les politiques responsables, ben, il y a tous les aspects de gouvernance éthique. Donc, au niveau des structures financières, au niveau des retombées, au niveau des intérêts, comme on en a un petit peu parlé. Tu sais, tu as évoqué, puis je reviens sur un sujet que tu as mentionné sur les points ITRA, tu sais, pour moi, puis ce sera peut-être, Yannick, je l'annonce, mais peut-être un prochain épisode dans quelques semaines ou mois, je serais très heureux d'approfondir le sujet sur, en quelque sorte, les rôles, responsabilités puis les motivations des organisations, parce que tu as parlé de Dylan Bowman tout à l'heure avec son balado où on est à la croisée des chemins. Ouais. C'est vrai, mais... C'est comme ça qu'il a intitulé, parce qu'on en parlait avant l'enregistrement, mais Oui. on a je vais te laisser aller, mais on a vu beaucoup de gens dire le trail, c'est fini comme on le connaît. On est à une croisée des chemins. Faisons attention. Mais oui, je te laisse poursuivre. Ben, en fait, j'allais exactement là. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de l'offre et la demande est tellement forte que je crois que même une région, par exemple, comme Whistler, c'est ce que Gary a annoncé, il aimerait le même week-end tenir une course dans un lieu similaire à proximité. Je pense que les deux courses peuvent cohabiter. Je n'en doute pas en termes de demande du marché, là, c'est un endroit exceptionnel. Cela dit, puis je conclus sur les aspects de gouvernance puis des politiques sociales et responsables, des organismes à but non lucratif, des fédérations notamment, parce que on a parlé de l'ITRA tout à l'heure. Souvent, on comprend pas très bien
c'est quoi le rôle de ces organisations. Mais pour une fédération, qu'elle soit au niveau international, au niveau national ou même provincial, c'est un organe, c'est une organisation à vocation de régie, donc régie de la discipline, de promotion et de développement. Donc, là, on parlait de valeurs puis de gens qui veulent boycotter, ben, on est face à des choix. Lorsque tu t'inscris, parce que le pouvoir, le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir d'achat, il revient au consommateur. Ouais. Quand tu t'inscris, tu as d'une part une série qui est propriété d'entreprises privées. On l'a dit, l'entreprise privée souhaite une profitabilité, générer des revenus, comme plein d'autres secteurs d'activité. Mais de l'autre côté, quand tu adhères à des courses locales qui sont parfois caritatives, sous la gestion d'organismes à but non lucratif, qui sont sanctionnés par une fédération, ce que tu encourages, c'est le sport, c'est la régie, la promotion, le développement. Je trouve ça important à dire parce que c'est quelque chose qui est méconnu, le rôle qu'occupent les fédérations au sein des écosystèmes sportifs. Puis on a parfois aussi des scandales qui entachent les fédérations. Tu sais, on n'est pas dans le train, mais pensons à la FIFA. C'est une fédération qui a, elle, quelques scandales à son actif. Mais n'oublions pas le rôle de chacun. Puis pour moi, ben aujourd'hui, sans appeler au boycott, ben je serais peut-être un petit peu plus prudent, où je vais réfléchir aux dollars dépensés auprès d'une course puis des retombées qu'ils peuvent avoir. Et puis si d'une part quelqu'un d'autre veut aller sur le chemin qui va mener vers le sommet mondial du trail, ben il peut aller au bout de son rêve. Puis les deux peuvent cohabiter. Ça, l'histoire le montre. Dans d'autres disciplines sportives, il y a des circuits qui sont des circuits privés. Il y a des circuits qui sont sous la gestion de fédérations, d'organismes. Il y a des courses qui sont non sanctionnées. Il y a des courses indépendantes. Donc, c'est un peu ça qui est beau. Tu sais, je trouve que l'annonce de Gary a soulevé les passions. Ouais. Là, la poussière retombe. On réfléchit. On discute. Moi, je pense que tous ces acteurs, toutes les parties prenantes qu'on discute aujourd'hui ont une place dans l'écosystème. Comme tu dis, c'est le consommateur au final qui décide. Puis je voyais beaucoup de personnes réagir en disant on va perdre l'essence roots de notre sport, puis on va perdre l'essence. Mais tant qu'il y aura des coureurs, des coureuses qui recherchent ce type d'événement-là, qui sont roots, je sais qu'il y a des gens qui rient de moi parce que je dis souvent roots, puis qu'il y a des drinking games dont on boit une gorgée quand Yannick dit roots. Je vais le dire en masse. Mais si on recherche ça, puis il y en a plusieurs qui veulent ça, ben, encourageons des courses qui sont exactement comme ça. Puis en parallèle, il y aura peut-être toujours ce système-là. Puis l'UTMB est là pour rester, mais la série est en changement continuel. C'est un running gag. L'UTMB World Series change ses règles aux 3 mois depuis 2 ans. Puis, je suis sur du coq à âne, mais avec Mathieu Blanchard, on avait parlé de la Pro Trail Runners Association. Puis, il y avait une volonté de mettre une pression. C'est un groupe organisé qui peut prendre les apparences d'un syndicat, mais c'est un groupe organisé de coureurs. Tous les athlètes internationaux élites ou à peu près sont dans ce regroupement-là. Mais ensemble, ils ont un pouvoir immense d'un point de vue professionnel. Puis nous, mid-packer, backpacker, coureurs amateurs, on est dans un encore plus gros poids démographique que le Pro Trail Runner Association. Fait qu'on peut encourager qui on veut. Puis, je veux dire, en ce moment, tu regardes, c'est quoi les 4 plus grands 100 000 au monde? Il y en a un seul qui est dans l'UTMB World Series. Ben, il y a la Western, mais la Western a réussi un deal de dire on va rentrer dans votre petite série, mais c'est vous qui allez devenir qualificatif pour nous, puis sont pleinement indépendants. Mais tu as l'UTMB qui est dans la World Series. Puis après ça, Western, Hard Rock, la Diagonale, le Mute. Il y en a plein de grandes organisations qui n'ont pas besoin de cette série-là. Le coureur moyen qui décide de ses courses a pleinement le choix de cibler des courses qui sont roots, qui sont au BNL, qui sont indépendantes, qui sont des organisations qui veulent faire assez de profit pour pouvoir revenir l'an prochain, mais qui ne veulent pas payer une Ferrari à leur directeur de course. Tu sais, j'ai grossi le truc, mais on a le pouvoir comme communauté individuellement de choisir. Puis ceux qui veulent faire l'UTMB, ben go for it. Puis ceux qui veulent faire des courses à petite échelle, go for it. Il y en a une trolley. Fait qu'on a un pouvoir comme consommateur. Tu sais, si on revient vraiment à l'essence de l'offre et la demande, on a ce pouvoir-là. Puis tout peut être en parallèle. Tu sais, on peut avoir cette série-là. Puis en amont de l'épisode, j'ai parlé avec quelqu'un chez Oka. Puis je veux dire, Oka est un partenaire de cette série-là, mais je voulais aussi avoir un peu la vie d'un point de vue partenaire, mais aussi la vie d'un point de vue professionnalisation du sport. Puis il y a ce côté-là aussi dans l'UTMB World Series où on veut
il y a une tentative, en tout cas, d'avoir tous les meilleurs au monde sur une même série. Puis ça, c'est un problème en ce moment en ultra, en trail, c'est qu'il y a plein de séries parallèles. Donc, quelqu'un qui gagne une série, est-il le meilleur au monde? Pas nécessairement. Fait que, il y a deux choses là-dedans. Tu sais, l'UTMB World Series est devenu complexe puis est vraiment plus compliqué pour les athlètes amateurs qui veulent participer à ça. Mais si on revient au côté professionnel du sport, il y a derrière l'UTMB World Series cette volonté-là d'avoir une série professionnelle où on centralise tous les athlètes. Mais encore là, ça, c'est l'objectif. Mais si une décision comme ça mène à des athlètes qui s'en retirent, mène à peut-être la Pro Trail Runners Association a le pouvoir de mettre des pressions là où ils veulent parce que si tous les athlètes de haut niveau, les 20 meilleurs quotitras, hommes et femmes, décident qu'ils boycottent l'UTMB. C'est n'importe quoi, c'est pas ça le cas. Ben en demandant des changements éthiques, des changements d'organisation, des changements d'accessibilité aux courses, ben, ils vont être un peu obligés de le faire parce que les athlètes vont peut-être se dire entre eux autres, hey, à la place, on va aller faire X courses, on va toute la faire cette année, fait que ça va être un genre de sommet mondial parce que les meilleurs vont être là. Tu sais, si demain matin, Kylian, Courtney, Katie, Mathieu, Marianne décident tous ensemble d'aller faire la trail de la clinique du coureur. Ou la nouvelle course de Gary. Ou la nouvelle course de Gary. Ou n'importe quelle course de quartier, peu importe. Ben, ça va être ça, ça va devenir ça, le sommet mondial, entre guillemets. Tu sais. Fait que tout ça pour dire que le consommateur a un pouvoir là-dedans. Puis des fois, on peut avoir l'impression qu'on subit les aléas, les changements de décision de ces compagnies-là. Mais chacun a son choix de faire ce qu'il veut, puis c'est important de le rappeler. Ben, tu sais, j'avais envie d'ajouter à ça quand tu parles d'athlète professionnel. Ben, effectivement, en fait, si l'UTMB est un phénomène dans le monde du trail, notamment en termes d'attractivité médiatique, c'est avant tout parce qu'on y retrouve les meilleurs coureurs. Si ceux-ci ne sont pas présents à la ligne de départ, c'est très possible que toi, tu ne produises pas un balado spécial UTMB. C'est très possible que comme consommateur d'un média, je ne l'écoute pas. Puis, je prenais connaissance des dernières données. Le live trail de l'UTMB, la rediffusion, c'est 100 millions de minutes visionnées en 2022. Ouais. C'est beaucoup de gens qui, le temps d'un week-end, se tournent vers cet événement pour le consommer, pour le regarder. Puis ça, tu peux imaginer que ça a des retombées économiques, tu sais, dans le développement d'affaires, dans l'exposition des commanditaires, des différents partenaires aussi. Ouais. Tu sais, peut-être pour nous amener vers une conclusion, là, je pense que parfois, il faut nuancer nos propos. Parce que pour moi, l'UTMB, ben, depuis 2021, depuis qu'il y a eu, si on se rappelle, hein, on a fait l'épisode quelques semaines suite à l'annonce Ironman UTMB, il y avait à ce moment-là encore beaucoup de mauvaises informations. C'est-à-dire qu'on était plus dans une logique de collaboration. C'est pas un qui englobait l'autre et vice-versa. Mais depuis, à mes yeux, le groupe UTMB a un peu le tag du gros méchant loup. Mais derrière tout ça, faut reconnaître tout ce que l'UTMB a fait pour le sport, puis continue de faire aujourd'hui. S'il y a, j'évoquais tout à l'heure, 100 millions de minutes visionnées le temps d'un week-end pour ce sport qui nous passionne, ben c'est avant tout parce qu'il y a des visionnaires, il y a des gestionnaires qui, derrière, depuis 20 ans, ça fait plus de 20 ans, ont construit cet événement remarquable. Est-ce qu'ils font tout bien? Est-ce qu'ils font des erreurs? Est-ce que le présent cas avec la course à Whistler, il y a, par exemple, une absence de communication, de communiqué de la part du groupe UTMB qui aurait peut-être permis d'éviter cette tempête là, qui a suivi probablement. Puis ils en sont pas la première faute de communication. Là. C'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, ça a été un fiasco communicationnel. Tu sais, je veux dire, moi, là-dedans, je bois tes paroles, puis j'écoute les concepts économiques dont tu parles, puis je comprends mieux la situation. Moi, mon expertise dans la vie, c'est la communication, gestion de crise. Je peux dire que c'est un fiasco monumental parce que, première chose, ils annoncent la course en mentionnant « Merci à l'équipe du WAM pour la collaboration ». Alors qu'il n'y a eu aucune collaboration. Ils ont su 12 heures avant l'annonce que l'UTMB débarquait avec ses gros sabots sur leur parcours carrément, puis en donnant l'impression de voler une course. T'sais. Fait que de un, il y a eu ça comme erreur de pourquoi tu remercies une équipe qui t'a pas aidé? Je veux dire, tu viens juste prendre leur course en apparence, je dis. Puis après ça, ben là, au moment de la diffusion, peut-être qu'il va y avoir une réponse finalement qui va être sortie de l'UTMB, mais en ce moment, au moment où on enregistre, ça fait une dizaine de jours, cette annonce-là, quasiment 10 jours, toujours aucune réponse de personne.
c'est un problème majeur. Quand tu vis une crise, il faut que tu communiques là-dessus. Quand il y a un mouvement mondial qui se fait quasiment contre ton organisation, avec des appels au boycott, avec tout ça, je veux dire, chaque journée qui passe sans que tu communiques ta version des faits, je veux dire, ça s'amplifie, puis c'est une courbe qui est exponentielle. Tu sais, on est là à jaser, toi puis moi, puis on a repoussé l'enregistrement pour plein de raisons, mais on l'a repoussé en se disant aussi, hey, peut-être qu'il va maintenant avoir une réponse du TMB. Mhm. On n'a toujours pas. Puis dans un podcast où Gary Robbins est allé avec Dylan Bowman en jaser, et il disait, tu sais, on peut laisser encore le bénéfice du doute. En février, la WAM annonce qu'ils ne reviendront pas parce que enjeu de permis avec Vail et tout ça. C'est tout à fait possible que la semaine suivante, l'UTMB aille cogné à la porte de Vail et faire hey, on voit que le WAM n'aura pas lieu. Nous, c'est un territoire qu'on trouve beau, puis ça serait le fun de faire une course. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour reprendre un peu le flambeau de ça? Tout ça aurait été légitime. En ce moment, on ne sait pas pourquoi Vail a retiré le permis, mais concrètement, si on regarde que les faits, tout ça, il pourrait avoir absence de complot total, puis l'UTMB tenter de saisir une balle au bon quand une course dans un territoire trippant a dit qu'elle existait, qu'elle n'allait pas être renouvelée. Après ça, Vail là-dedans, est-ce que toutes les bonnes intentions étaient là? On ne le sait pas, mais c'est le temps de communiquer. Si vraiment tu n'as rien à te reprocher, communique au plus vite. Fais, hey, gang, calmons-nous. Nous, on a saisi une opportunité un mois après une annonce d'une course annulée sur un territoire qu'on pensait avoir un grand potentiel. Point final. Est-ce qu'on l'aurait cru? Peut-être, peut-être pas. Mais communique. En ce moment, ça fait 10 jours que le monde se font juste continue de mettre de l'huile sur le feu, de dire OK, ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Puis en plus, ils ne communiquent pas. En plus, ils ne réagissent pas. Donc, ils doivent vraiment avoir de quoi se reprocher. Alors que c'est peut-être pas le cas. Fait que ça, c'est une erreur communicationnelle. La dernière chose que je t'écoutais, puis je me disais, faut séparer les choses quand même d'un point de vue entreprise, parce que oui, il y a une association Ironman et UTMB, mais j'ai parlé à des gens en préparation de l'épisode. En Europe, l'UTMB a absolument rien à se reprocher de ce que j'ai su, de la connaissance des gens à qui j'ai parlé, par rapport à la gestion des courses, par rapport à la prise de possession de certaines courses. Là, en ce moment, c'est Ironman qui gère le continent américain, puis je veux quand même séparer un peu. L'UTMB ne nous a pas donné d'argent pour qu'on dise ça. On regarde factuellement. L'UTMB s'est associé avec Ironman, puis lui a donné la gestion nord-américaine. Peut-être que ça, c'est une erreur. Ironman est connu pour ses pratiques douteuses à travers l'histoire. Ce qui s'est passé à Whistler, si on s'en suit à la logique organisationnelle de la compagnie, c'est Ironman qui a géré cette patente-là. L'UTMB, c'est encore une entreprise familiale avec son siège social à Chamonix qui a des valeurs qui semblent être alignées avec les valeurs du trail, qui semblent avoir fait les bonnes choses dans les acquisitions des courses qui sont devenues by UTMB sur le continent européen. Personne n'a pas de faute, personne n'est parfait là-dedans, mais je pense qu'il faut quand même diviser un peu. Puis s'il y a eu une erreur sur l'histoire de Whistler, s'il y a des choses qui ont été faites qui étaient douteuses sur l'histoire même de Whistler, c'est pas monsieur et madame Poletti à Chamonix qui ont collé à la shot. Dans le sens qu'il y a beaucoup de monde impliqué. C'est une entreprise qui est en train de grossir énormément. Il y a eu des fautes internes probablement de communication, de savoir, OK, c'est ça vraiment qui se passe. Mais on pense vraiment que la communauté va pas réagir fortement. Si tu regardes que les faits, c'était prévisible, cette réponse-là de la communauté face à une situation qui semble très louche. Je pense qu'il faut quand même séparer ces deux patentes-là. Je ne veux pas excuser l'UTMB puis le retirer. Il y a une part de faute, si faute il y a, au sens large de l'histoire de Whistler, mais c'est Ironman qui gère sur le continent américain. Je ne sais pas le fin détail de leur contrat puis de comment ils se divisent le travail, mais jusqu'à preuve du contraire, l'UTMB n'a pas fait de move comparable à ça sur le continent américain ou asiatique où ils gèrent les courses. Tout à fait. Tu sais, effectivement, je pense que le groupe Ironman saisit pas très bien le contexte culturel du trail, qui n'est pas celui du triathlon, qui n'est pas celui d'autres sports. Donc ça, il y a un élément, puis on l'évoquait, c'est une méga entreprise, là, le groupe Ironman. Puis le shift se fait beaucoup aussi au niveau où la première proposition de valeur au départ, c'est l'événement sportif. Tu sais, on dit groupe Ironman, on dit c'est une entreprise qui produit des triathlons. Ouais. Mais dans le cas de groupes de cette taille, l'événement, c'est devenu secondaire. Là. Ultimement, c'est des firmes de communication, de marketing sportif, de commercialisation. Puis l'événement sportif, qu'on s'attend qu'il soit l'activité clé de l'organisation, n'est plus
la proposition de valeur, elle va tourner autour de plein d'autres choses Ouais. que l'activité en soi. Puis là, est le problème comme fan du sport de regarder ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les compagnies aient des intérêts pour le sport. Quand on regarde nos petites organisations, je dis petites, c'est des grandes organisations au Québec, mais comparé au groupe Ironman, c'est une bénérie. Quand on regarde des Arcana, des QMT, Bromont, name it, là, toutes les courses qu'on a au Québec, c'est tout mené par des gens de passion qui trippent sa communauté, qui sont à la base des fans de sport, des fans d'événements, des fans de nature, de plein air, d'environnement. C'est aux antipodes versus une multinationale milliardaire qui gère une série. Fait que c'est sûr qu'il y a un clash immense. Puis c'est là, comme tu dis, je pense que c'est un groupe qui saisit mal c'est quoi la communauté trail. Puis je pense que c'est triste, là, c'est froidement, mais eux, tant que l'argent est dans le verre, après ça, le sentiment de communauté, les belles valeurs de communauté, je pense que ça rapporte pas d'argent à l'actionnariat, ça. Complètement. C'est le dernier de leurs soucis. Exact. Puis tu vois, on en a parlé un peu avant, là, c'est un sujet passionnant. Puis je suis déçu de la situation pour Gary Robbins et son équipe, pour tout le travail qu'il fait. Puis, je me permets de le dire à ton micro, là, les promoteurs de courses ne sont pas suffisamment valorisés et reconnus. On comprend pas. On se dit, ils ont mis des drapeaux. Non, c'est complexe. c'est une profession, c'est un métier qu'être gestionnaire d'événements sportifs. Je suis très déçu pour Gary de la tournure des événements. Sa signature, puis celui de Coast Mountain Trail, a toujours été impeccable. C'est une équipe incroyable. Alors, je suis déçu. Cela dit, cet événement-là, selon moi, a sonné un peu une alarme. Parce que dorénavant, cette situation-là, qui est peut-être unique ou une première pour notre communauté dans le développement de la série mondiale sur le territoire Amérique ou Amérique du Nord, je serais pas surpris si au moment où on se parle, il y ait d'autres projets du genre sur le continent. On s'entend, là, c'est un très, très gros marché, c'est un gros territoire, puis il y a énormément de sites qui pourraient accueillir de telles courses. Je pense que pour la prochaine annonce et ou sur le prochain développement de course by UTMB sur le territoire Amérique du Nord, l'équipe de gestion va faire preuve de prudence. Je pense qu'ils ne voudront pas répéter les graves erreurs commises dans le cas de la course Whistler, Ultra Trail Whistler by UTMB. Donc, pour résumer, très déçu de la situation pour Gary Robbins, mais aujourd'hui, tous les yeux se braquent sur UTMB Ironman et ils seront scrutés à la loupe pour les prochaines actions. Parce qu'en 2021, quand on a terminé le balado, je me rappelle encore, on a dit « l'avenir nous le dira ». On va voir où ça nous mène. 2 ans plus tard, on voit des conséquences, on en discute, on se questionne, on questionne les motivations. Là, on est et c'est peut-être là qu'il y a une croisée des chemins. Finalement, on peut porter un jugement sur une situation. C'est pas notre sport qui est à la croisée des chemins. Je dirais plutôt c'est sa structure, son organisation. Puis, si vous pensez à un voyage dans l'Ouest cet été, pourquoi ne pas aller encourager Gary Robbins? Je serais très heureux de pouvoir le faire là, au cours de l'été prochain. Hein. Exact. Je pense que c'est une première victime ish, je veux dire victime au sens large, mais c'est une première victime de ce qu'on se disait, Ironman dans le trail, il me semble, ça va être particulier. On en a une preuve. Peu importe si les intentions étaient bonnes ou pas bonnes, d'un point de vue communicationnel, ça a été mal géré. D'un point de vue valeur, communauté, ça a été très mal géré. Après ça, qui va aller bénévoler? Parce qu'on s'entend, nos sports, Ironman a bien beau avoir tout le cash du monde. C'est un sport où les courses dépendent principalement des bénévoles. Qui, dans cette région-là, va aller bénévoler pour la course de Whistler pendant que Gary Robbins fait peut-être quelque chose à 30 km à l'est ou à l'ouest, peu importe. Je pense qu'ils vont peut-être pogner quelque chose, je l'espère, c'est mon souhait, pour qu'on comprenne que oui, le TMB World Series peut vivre, puis faire ses courses, puis faire ses patentes, mais ils sont pas seuls. Il faut qu'ils collaborent avec les communautés dans lesquelles ils s'installent, il faut qu'ils collaborent avec les acteurs locaux, puis des Gary Robbins, des gens de passion qui sont capables de rendre une injustice locale un mouvement international, comme ce qui a pu se passer. Et il y en a plusieurs. Imaginez si une situation similaire se passait ici, ça brasserait. Je pense que c'est de même partout. Puis, Ironman a une tâche particulière parce que le continent américain, en termes de trail, n'est pas du tout l'Europe. L'Europe a ces grands événements-là qui sont 100% indépendants et qui sont pas by UTMB avec 2000 coureurs, puis une approche plus spectacle du sport qui est bien correct, qui est bien légitime.
la culture de trail aux États-Unis est différente. Au Canada, c'est différent. On est beaucoup plus dans le petite échelle, le roots. Cheers. Tu sais, je veux dire, il y a ça ici qui est différent. Fait que Ironman ne peut pas juste tenter de recopier ce que l'UTMB fait sur le continent européen en étant ici en disant c'est le même sport, c'est la même communauté. Non, le trail américain, le trail nord-américain est complètement différent dans son approche, dans son type d'événement, dans ce que les coureurs, les coureuses recherchent comme expérience. Fait que c'est comme tu dis, le temps va nous le dire encore. On peut encore se dire que c'est juste le début. Ça fait même 2 ans, cette série-là. Elle a eu le temps de changer de règles 10 fois dans les 2 ans. C'est pas fini. C'est un chapitre dans le livre, mais c'est pas la conclusion. Puis notre sport est pas en danger. On n'est pas une croisée des chemins pour le sport, mais on est une croisée des chemins pour cette série-là. Puis là, les yeux sont rivés. Fait que le futur nous le dira. Mais rappelez-vous, tout le monde, c'est nous qui avons le pouvoir de choisir les courses qu'on veut faire puis d'encourager les organisations qu'on veut. C'est très bien dit, Yannick. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Samuel. Ça a été un grand plaisir, une fois de plus, de jazzer puis d'avoir ton œil d'expert sur ce qui s'est passé, ton œil factuel aussi. Je pense que c'était important de... Bon, je suis tombé dans l'émotion puis j'ai raconté des affaires dans l'épisode, mais je veux dire, d'avoir toi, ton côté un peu plus rationnel de la chose, malgré la passion que je sais qui t'anime pour la course. Fait que merci de ton temps. Merci beaucoup, Yannick, puis au plaisir de poursuivre la discussion lors d'un prochain épisode. Certainement, comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, Noctem, Capic 1, les partenaires du podcast, Ubald également. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.